Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Panel Hebdo. L'actualité revue et revisitée en toute liberté par les chroniqueurs invités à nous livrer leurs commentaires, leurs analyses, décryptages et parfois leurs humeurs sur les grandes faits de l'actualité en Afrique et dans le monde. Et un invité spécial aujourd'hui, nous accueillons Jean-François Akanji Kombe, président du Conseil de résistance et de transition CRT, c'est en Centrafrique. Bonjour. Bonjour Francis, merci pour l'invitation. Merci d'être là. Vous êtes professeur à l'école de droit à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes consultant international pour les questions de gouvernance, de droits humains et de sécurité. Merci d'être avec nous. On va parler avec vous, bien sûr, tout à l'heure, dans quelques instants, de l'actualité en Centrafrique, une actualité tout à fait particulière. Premier sujet donc, la Centrafrique. Alors on dit la Centrafrique ou le Centrafrique d'ailleurs. Les deux se disent. Les deux se disent, la République centrafricaine en tout cas, avec cet incroyable projet de loi sur les agents de l'étranger. Le chef de l'État centrafricain, Faustin Archange Touadéra, a promulgué une loi portant statut juridique de ce qui est désigné comme agent étranger en République centrafricaine. Et à l'article 4 de cette loi, on apprend, cet article indique que est considéré comme agent de l'étranger toute personne physique ou morale qui, sous influence étrangère, exerce des activités qui contribuent à l'affaiblissement de la souveraineté et de l'intégrité de l'État. Alors Jean-François Akanji Kombe, cette initiative a été dénoncée par une bonne partie de l'opinion centrafricaine et par des mouvements de l'opposition, dont le Conseil de résistance et de transition que vous présidez. Alors où en est cette loi aujourd'hui qui a été, ce projet de loi qui a été soumis à l'Assemblée nationale? Où en est-on du processus? Alors, le projet a été soumis à l'Assemblée nationale, qui l'a renvoyé, on ne sait pas exactement pour quelle raison, au gouvernement pour complément d'information, et nous en sommes là aujourd'hui. Mais compte tenu du contexte dans lequel ce projet a été rédigé, c'est un projet qui reviendra devant l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, le texte lui-même montre que, comme d'habitude, un projet qui est déposé est censé déjà être promulgué, et d'ailleurs dans le texte, on annonce même la promulgation par le chef de l'État. C'est assez surprenant d'ailleurs, parce que nous avons reçu le document du texte, évidemment, de ce projet de loi, et en introduction, on a bien lu le chef de l'État promulgue le projet de loi, promulgue la loi d'ailleurs. Alors comment on peut promulguer une loi qui n'a pas été soumise à l'Assemblée nationale et qui n'a pas été adoptée par l'Assemblée nationale? Alors formellement, le juriste que je suis est obligé de se dire que le texte n'a pas encore, la procédure, la formalité de promulgation n'a pas été accomplie, mais il se trouve que nous sommes quand même dans un pays de tous les paradoxes, et voire même de tous les contraires, et la notion de promulgation, sans doute, aux yeux de ce gouvernement, ne signifie pas la même chose que pour nous, communs des mortels. Donc il n'est pas exclu, trêve de plaisanterie, il n'y a pas de quoi plaisanter ici, ce que je crois, et d'ailleurs les Centrafricains le vérifient régulièrement, c'est que, alors même que le projet n'est qu'un projet aujourd'hui, l'administration, ce qui représente l'administration centrafricaine, a déjà sa liste des agents étrangers. Donc, elle est déjà entrée en pratique. Il y a déjà une liste. Ce projet est déjà entré en... Alors, on va essayer de comprendre. Votre mouvement, le CRT, le Conseil de résistance et de transition, a qualifié ce projet de loi scélérat, rédigé sous la dictée des Wagner. Alors, quels sont les tenants et éventuels aboutissants de cette loi, si jamais elle était adoptée, pour qu'on comprenne bien, évidemment, les périls que vous dénoncez déjà, en tout cas, que suscite, selon vous, cette loi? Alors, nous sommes dans un contexte qui n'intéresse pas que la République centrafricaine, parce que depuis fort longtemps déjà, depuis plusieurs années, notre pays a été pris pour un laboratoire. Le laboratoire du pire en Afrique. Et on y fabrique ce qui ensuite va être disséminé un peu partout, y compris dans les pays de l'AES par la suite, dans d'autres zones d'Afrique. Et ce qui est en train de se passer doit être regardé très attentivement à cette visée-là. C'est un laboratoire, malheureusement pour nous, et c'est un laboratoire d'ailleurs très très particulier parce que la dictature est déjà là. Il ne s'agit pas de créer une dictature, la dictature est déjà là. On a un processus qui est la construction d'un État totalitaire. Et les chercheurs qui viendront demain, les jeunes chercheurs, vont probablement analyser comme un cas unique d'un État totalitaire qui vient se croiser avec un gangstérisme économique d'État,
un État qui se transforme. Mais bon, nous sommes des citoyens et nous nous battons contre ça parce que le produit de ça pour la population, c'est une paupérisation, un appauvrissement, c'est des exactions sur les populations, c'est des gens qui souffrent en République centrafricaine. Mais sur les enjeux, les tenants et les aboutissants, beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui analysent ce projet sous l'angle des subsides pour la société civile, par exemple. Pour la société civile, pour les organisations de jeunes, les organisations de femmes, qui sont essentiellement financées par l'étranger et considèrent que c'est une attaque contre cela. Et en réalité, ils se trompent parce que le projet a une plus grande ampleur que ça. Et puis il y a d'autres compatriotes, mais au-delà même des compatriotes, qui considèrent qu'il s'agit là d'expurger la République centrafricaine de l'influence étrangère, mais en réalité ils se trompent, parce que quand on regarde la République centrafricaine aujourd'hui, le cabinet du président de la République, de la primature, de l'Assemblée nationale est truffé d'agents étrangers. Non seulement les Russes, mais également les amis du président, tels que Monsieur Sim, Parfait Émile Sim, par exemple, de triste mémoire, et d'autres encore. Et donc, en réalité, il ne s'agit pas d'expurger la République centrafricaine de l'influence étrangère, il s'agit en réalité d'offrir un instrument juridique qui sécurise la prise de possession de la République centrafricaine par un certain étranger. D'accord. Alors, justement, il faut dire que cette loi, ce projet de loi ressemble en tout point à la loi votée en 2012 en Russie, qui était aussi qualifiée de loi sur les étrangers, sur les agents étrangers en Russie, et qui désigne aussi comme agent de l'étranger quiconque, alors les mots sont intéressants, quiconque reçoit un soutien de l'extérieur de la Russie ou qui est sous l'influence de l'extérieur de la Russie. Alors on retrouve les mêmes mots, les mêmes formulations dans le projet de loi qui vient d'être produit par le régime de Bangui. Ce n'est pas seulement de l'inspiration, nous avons là un copier-coller. Quand hier on critiquait le fait que des États africains puissent prendre exemple sur d'autres, puissent appliquer dans leur pays des lois qui ont été faites pour d'autres sociétés, c'est un copier-coller. C'est un copier-coller et en réalité l'enjeu est double. Dans notre lecture, le premier enjeu, c'est un nouvel enjeu d'exclusion. Nous avons un pouvoir qui cherche à exclure. Je disais tout à l'heure que ce n'était pas fait pour exclure des étrangers, c'est fait pour neutraliser des Centrafricains. Des Centrafricains qui ne pensent pas la même chose que le pouvoir. Des Centrafricains qui osent critiquer, des Centrafricains qui osent demander des comptes. Ceux-là, lisez l'article et nos téléspectateurs, qu'ils aillent lire par exemple l'article 24 et l'article 25. La conséquence de l'inscription sur la liste des agents étrangers, c'est d'être exclu de l'espace politique. D'être exclu de l'espace de tout débat politique, y compris même simplement des manifestations. Mais il y a autre chose, qui est également, comme je disais tout à l'heure, nous sommes devenus un État exceptionnel qui est devenu une sorte de gang par de la prédation économique. Et l'article 7, paragraphe F, est extrêmement intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il prévoit notamment que les organisations qui sont de droit centrafricain, mais qui sont dirigées par un agent étranger, sont ipso facto considérées comme des organisations étrangères, et donc exposées à l'ensemble des peines, des sanctions qui sont prévues, dont la sanction notamment de confiscation des biens. Et lorsqu'on pense à des entreprises, lorsqu'on pense à des organisations qui sont des opérateurs économiques, notamment, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le jour où on a décidé que tel Centrafricain dispose de biens qu'on veut s'approprier, on le colle dans la liste. On récupère ses biens, on confisque ses biens. Nous sommes dans ce système-là qui est en fait une attaque massive, frontale contre des Centrafricains. J'ajoute juste une chose, ce n'est qu'un élément de plus par rapport à ce qu'ils ont appelé la Constitution, que nous ne considérons pas comme étant une Constitution, avec les critères qui avaient été posés notamment de centrafricanité d'origine. Il faut être centrafricain d'origine pour se présenter à des élections ou pour être dans la fonction, candidater à la fonction publique d'État. L'attaque contre la double nationalité, nous avons aujourd'hui un élément de plus qui permet une répression administrative de toute personne
Et ça va jusqu'au pénal, d'ailleurs. Hein. Donc, voilà le contexte dans lequel nous sommes. Dans quelques instants, on va écouter les commentaires des chroniqueurs, bien sûr. Alors, en lisant, évidemment, il y a quelques éléments tout à fait surprenants dans ce projet de loi. À l'article 5, on définit ce que c'est que l'influence, comme on parle d'agent sous influence. Alors, à l'article 5, on apprend que l'influence désigne toute forme de contrôle ou d'emprise exercée par une puissance étrangère sur un individu, personne physique. Alors, comment mesure-t-on l'influence? Alors, on lit quelques lignes plus loin que l'influence doit être suffisamment importante pour compromettre l'indépendance ou l'objectivité de l'individu ou de l'entité concernée. On va engager je sais pas, un bataillon de psychiatres ou de psychanalystes pour mesurer le degré d'influence susceptible d'être, sous le coup de la loi. À vrai dire, les choses sont beaucoup plus simples que ça, Francis. Doit être considéré comme influence tout comportement ou tout agissement ou toute tentative qui ne concerne ni le président de la République, ni le gouvernement, ni l'Assemblée nationale. Je dis cela pourquoi? Parce que l'État dans lequel on veut faire adopter et promulguer cette loi est l'État le plus extraverti qui soit. Donc plus de 80% du budget est financé par l'étranger, par des organisations internationales et pas au titre de la coopération bilatérale. Nous avons un président qui, chaque mois, a au moins 3 voyages à l'étranger pour aller chercher de l'argent, alors qu'il ne va pas visiter l'intérieur du pays. Et nous avons des institutions qui sont des institutions sous contrôle et sous contrôle des Wagner. La sécurité du pays est décidée par les Wagner. Jusqu'à l'économie du pays est tenue aujourd'hui par les Wagner, et même la société est gangrénée pour être quelle cogestion aujourd'hui de l'État centrafricain par l'exécutif centrafricain et Wagner. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. Et la Russie, en fait. Et la Russie, maintenant que la Russie assume la paternité des Wagner, parce qu'il y a 3 ans, la Russie ne tenait pas le même discours, mais maintenant la Russie assume la paternité de l'Africa Corps. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce projet-là, il s'agit de livrer la République centrafricaine pieds et mains liés, les Centrafricains avec, à une puissance étrangère, et même pas une puissance étrangère, c'est-à-dire à une sorte de mafia comprador. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce sont des individus qui s'accaparent des pouvoirs d'État pour faire leur business. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et notre pays, aujourd'hui, on n'a pas le temps ici d'évoquer la souffrance des Centrafricains qui subissent ça. Non seulement, aujourd'hui, il y a encore plus d'1 million de Centrafricains qui sont des réfugiés à l'étranger, il y a à l'intérieur du pays près d'un demi-million de personnes qui sont encore des personnes déplacées dans le pays, à part la capitale qui est Bangui, où les tenants du pouvoir disent Bangui est doux, le reste du pays c'est un enfer. Il est livré aux forces occultes, y compris à ceux-là qui sont à l'origine de cette loi. De cette loi, dont on disait que c'était copier-coller de cette même loi sur les agents étrangers qui avait été édictée en 2012 en Russie, et qui avait été fortement dénoncée d'ailleurs, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, comme étant un outil pour réprimer les opposants, les oppositions, les opposants au régime de Poutine, et toute liberté d'expression, bien entendu. Alors, avant d'écouter les chroniqueurs, je vais prendre un raccourci, mais parce que ça se dit. Est-ce que la Centrafrique est devenue une colonie, une province russe, une colonie russe aujourd'hui? Une province, c'est un terme qui est chargé de respectabilité. Une colonie, ça entre encore dans des catégories connues. La République centrafricaine est devenue pire qu'une province et une colonie. Je disais tout à l'heure, c'est à la fois un nouveau colonialisme prédateur, décomplexé, parce que tout ça se passe au grand jour. Et tout ça se passe dans l'indifférence générale. Des Centrafricains se font tuer parce qu'ils ont osé parler. Des radios sont fermées parce qu'ils ont osé diffuser des choses. Et tout ça se passe dans l'indifférence générale. La République centrafricaine, aujourd'hui, quelqu'un avait dit un jour que la République centrafricaine, le pays n'avait jamais existé, mais il n'y a pas d'État
en République centrafricaine. Il n'y a pas de nation, je ne vais même pas aller jusqu'à nation, il n'y a même pas une administration au sens d'un instrument au service de l'intérêt général, parce qu'il n'y a pas d'intérêt général. Il y a l'intérêt de ceux qui gouvernent, qui se sont entendus, comme je le disais tout à l'heure, avec toute la mafia du monde, y compris africaine, pour pouvoir piller ce pays. Et le pays est en train d'être pillé, et le pays est en train non seulement de disparaître parce qu'il n'a pas existé, mais on veut effacer les Centrafricains de la surface de ce territoire-là, et ce sont des Centrafricains qui sont aux commandes de cette opération d'effacement des Centrafricains. Et vous l'avez bien dit que le Centrafrique a été le laboratoire, le premier laboratoire de l'offensive de la Russie en Afrique subsaharienne. Alfred. Alors, moi, je souscris totalement à ce que Jean-François Kandji-Kombé vient de développer, à propos justement de cette loi, projet de loi scélérat, comme il l'a qualifié. Mais je m'étonne, parce qu'en fait, au moment où Archange Touadéra succède à Catherine Samba-Panza, on n'imagine pas qu'il conduirait la Centrafrique vers là, parce qu'on voit les débats qu'il y avait eu justement pour une nouvelle constitution, etc. Alors, on n'imaginait pas cela. Ça, c'est une première remarque. La seconde, c'est que la Centrafrique, mais on le disait en off ici, au fond est imbriquée dans un espace Tchad, Congo-Brazzaville, RD Congo et puis le Cameroun. Et Jean-François Kandji-Kombé a évoqué les populations qui sont déplacées le long des frontières. Que chaque fois qu'il y a un événement qui se passe en Centrafrique, ça a des répercussions tout autour. En RD Congo, Congo-Brazzaville, etc. Et vice-versa, quand ça se passe en RD Congo, il y a cet impact qui est là, des populations qui traversent la frontière, qui se retrouvent en Centrafrique. Et effectivement, quand on lit ce projet de loi, on se disait, mais jusqu'à présent, la Centrafrique, quand même, a atteint, j'allais dire, des sommets de soumission à l'étranger, alors que le discours politique, le discours officiel est de dire la souveraineté de la Centrafrique, mais cette souveraineté, on la place sous la dépendance de la Russie, de Wagner. Et là, il y a un paradoxe terrible. Et cette loi, parce que ce projet, j'ai lu attentivement, alors on dit il faut se déclarer. Comment est-ce qu'on va se déclarer qu'on est comme agent de l'étranger Je veux dire, ou alors on prend des Centrafricains, je ne sais pas pour qui, et puis on pense effectivement qu'ils n'ont pas cette capacité de réfléchir, de dire, mais attendez, vous nous prenez pour qui? Je pense mais vraiment que Archange Touadéra, il est en train de... Ce n'est pas véritablement un archange, mais un archange de la mort, de la compromission de la Centrafrique, et je pense effectivement, comme le dit Jean-François Kandji-Kombé, et tous les Centrafricains qui luttent, il faut se battre jusqu'au bout pour défendre ces libertés-là qu'on veut leur arracher, veut leur confisquer, liberté de parole, liberté de s'organiser, liberté d'opinion, de diffuser justement une autre parole que celle de Touadéra et de ceux qui sont autour de lui. Merci Alfred. Maître Jean-Paul Benoît, quelles analyses vous inspire ce projet de loi? Je partage l'analyse qui vient d'être faite par Jean-François. Moi, j'ai connu ce pays, je connais ce pays, j'allais dire hélas, depuis longtemps, et je l'ai connu au moment de l'épisode Bokassa et de la parodie du sacre de Bokassa. Ce pays a été frappé d'une malédiction politique et humaine. Il n'y a jamais eu de gouvernement véritable qui a pris en compte l'intérêt général des Centrafricains. Et maintenant, on arrive à la caricature la plus totale, parce que ce régime n'a même pas besoin de loi. Ce régime il ne fait pas voter la loi, il a promulgué avant qu'elle soit votée, et même si la loi existe, le propre d'un gouvernement comme celui qui est en poste en République centrafricaine, c'est de ne pas respecter la loi, c'est de ne pas respecter les règles qu'il se donne lui-même. Donc c'est une espèce de faux semblant. On dit il y a une loi. Alors cette loi, quand on la lit, elle est appliquée, mais
tout ce qui est contenu de la loi est déjà mis en œuvre avant que la loi existe. C'est-à-dire l'impossibilité de s'exprimer, c'est-à-dire le pillage du pays par un certain nombre de gens et la dépendance à l'égard de l'étranger. Donc on se demandait si c'était une province ou etc. Malheureusement, c'est une appropriation par Wagner qui pendant un temps a été peinturluré en disant c'est pas moi Poutine mais c'était la Russie. Wagner a toujours été un instrument aux mains de Poutine. Donc c'est Wagner qui gouverne ce pays. Et j'en veux beaucoup à mon propre pays. Parce que, compte tenu des liens, vous le savez comme moi, votre pays est la France. J'en veux beaucoup à mon propre pays, qui ne s'est jamais engagé sérieusement, complètement, dans ce pays, et a laissé faire un certain nombre de choses. Et que vous le disiez, et vous avez raison, c'est une espèce d'indifférence générale qui est meurtrière, coupable. Et la France a eu beaucoup de responsabilités dans la manière dont M. Tudera gouverne et comment on a laissé s'implanter Wagner. Parce que Wagner, c'est la colonisation dans ce qu'elle a de pire. Donc, on pourrait ajouter aussi, pardon, les troupes rwandaises qui sont voilà. dans le cadre... C'est un autre chapitre. C'est un autre sujet compliqué et sensible. Donc je suis très triste de ce qui se passe dans ce pays que j'ai connu, qui est un beau pays, qui a des ressources, si elles étaient utilisées, exploitées intelligemment. Donc voilà, vous êtes en proie à une mafia. C'est une réflexion, Grégory ? Vous avez dit quelque chose de très important, je pense. C'est ce qui est en train de se passer en Centrafrique. C'est le miroir de ce qui pourra se passer, le reflet de ce qui pourra se passer pour les autres pays. C'est un avertissement pour les autres États africains qui souscrit des accords avec la Russie. C'est également un avertissement pour la société civile et ses représentants, parce qu'il y a des populations encore aujourd'hui qui croient au projet russe. Parce que là, on a parlé de la loi de 2012 sur les agents de l'étranger, mais il y a un précédent, c'est la Géorgie. Et ça, c'était... Tout à fait. Donc, on a vu ce qui s'est passé, où ça a dû d'ailleurs créer une vindicte populaire. Donc forcément, naturellement, on pense aux États comme l'AES, mais ça sera aussi d'autres États. Et on voit finalement la vision de la Russie qui de plus en plus montre de manière ostentatoire son influence sur le continent africain, on va dire même dans le monde, et clairement cette opposition à l'Occident, voilà à quoi elle ressemble, l'opposition qu'on veut nous faire vendre comme paradigme à ce que sont les valeurs occidentales. Donc je pense qu'il y a une grande inquiétude à avoir, et c'est pour ça que je voulais vraiment rebondir sur ce que vous avez dit, parce que je pense qu'on ne mesure pas ce qui est en train de se passer sur le continent, et même pour finir, ça devrait clairement être abordé au sein de l'Union africaine. Les pays devraient aborder ces questions-là. Qu'est-ce que l'on fait quand on a un précédent comme la Centrafrique, pour pas que cela se généralise, parce que c'est sûr et certain que d'autres pays vont suivre. Oui, mais c'est une très bonne remarque que vous faites. Je voulais le dire, vous l'avez dit, c'est très bien. Les autres pays, ça doit être un exemple dramatique qui doit obliger l'Union africaine à prendre ses responsabilités. Malheureusement, mais c'est l'indifférence, comme a dit notre ami. C'est ça. Malheureusement, quand on regarde les pays voisins de la Centrafrique, c'est pourquoi je disais le Congo-Brazzaville, la RD Congo, le Tchad, ça ne prend pas vraiment le chemin de cette prise en compte. Je suis d'accord. De cette réalité-là. Je suis d'accord. On a l'impression que l'Afrique centrale, en tout cas de ces pays-là, c'est le ventre creux mou, justement, de j'allais dire, de la démocratie en Afrique en particulier. Et l'absence de la CEAC-CEMAC, justement, face à ces genres de situations, cette absence, elle est criante. La communauté d'Afrique centrale, voilà. Elle est dramatique, cette absence. Alors, Jean-François Kandji-Combé, je veux dire, avant même que cette loi fût édictée, vous avez déjà subi, vous, en fait, je dirais, les foudres de la dérive, en tout cas de ce régime dont la dérive autoritaire n'est plus à démontrer, puisqu'il y a quelques mois, enfin l'année dernière en tout cas, vous contesté
comme beaucoup d'autres, le changement de constitution, la modification de la constitution et ce référendum constitutionnel qui permettrait donc éventuellement, enfin qui permettrait implicitement au président Touadéra de se représenter pour un 3e mandat en 2026. Alors, votre position vous a valu quand même d'être condamné à 2 ans d'emprisonnement, c'est ça, hein, pas contumace, c'est bien. Et à 5 ans de privation des droits civiques. De droits civiques. Pour incitation à la haine contre le gouvernement. C'est ça, vous aviez vécu ça à l'époque, vous avez fait un commentaire à l'époque, vous avez dit que vous avez vécu ça comme une décoration. Pour moi, c'est la croix du mérite centrafricain que je n'ai jamais vue. C'est celui-là que c'est celle-là que je vais voir avec ça. Elle est lourde. En fait, c'était la sanction d'un double combat, enfin, depuis longtemps, mais deux combats qui ont été portés devant la Cour constitutionnelle et où nous avons gagné. D'abord sur la crypto-monnaie dont on ne parle plus, c'est ça. qui avait été construit comme le système pour financer toute cette opération par la suite. Nous l'avons attaqué devant la Cour constitutionnelle et nous avons gagné. Et nous avons gagné également, avec l'opposition démocratique, la bataille juridictionnelle contre le projet de changement de constitution. Et vous savez ce qu'il en avait été pour la présidente de la Cour, qui a été menacée de mort et qui a été destituée. Et j'ai été, puisque après avoir gagné ces procès-là, j'ai été interrogé par différents médias, et cela a suffi pour dire que j'étais coupable d'incitation à la haine contre le gouvernement. Donc je suis condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme et à 5 années de privation des droits civiques. Et ceci, je n'ai appris que j'étais poursuivi, qu'il y avait une audience, et je n'ai appris la sanction que par Facebook. Je dois remercier quand même Facebook, parce que je n'ai jamais été notifié de cela. C'est comme cela que marche. Vous êtes désormais assimilé aux agents de l'étranger, donc. Je suis depuis longtemps déjà assimilé aux agents de l'étranger, et puis de surcroît frappé par la sanction de la double nationalité. Et puis on trouvera bien une raison, alors que mes 2 parents sont centrafricains depuis des lustres, pour dire que je ne suis pas centrafricain d'origine. Donc il y a une quadrature du cercle. On met des critères. Alors dans la Constitution, les 2 conditions de centrafricanité d'origine et de la double nationalité, ça reste encore un peu dans les canons du droit. Là, ce qui est en train de se passer, quand vous lisez cette loi, l'autorité qui décidera de tout, c'est l'administration. Lorsque vous ne vous êtes pas déclaré vous-même comme agent étranger, il est écrit, l'administration peut d'office vous inscrire sur la liste des agents étrangers. Ça veut dire que tous les Centrafricains qui oseront ne serait-ce que manifester une discordance avec la position officielle, vont se retrouver sur cette liste. Il y a quand même une subtilité, c'est que les partis politiques ne sont pas concernés par la loi. Les partis politiques ne sont pas concernés, mais nous indiquons dans notre déclaration, d'ailleurs, nous mettons en garde les membres, les chefs de l'opposition, les chefs des partis individuellement, politiques, peuvent être concernés. Ils sont aussi personnes physiques. Exactement. Ils sont aussi personnes physiques et ils peuvent être frappés par cette sanction, par cette inscription sur la liste, de la même manière que les autres organisations qui peuvent être frappées. Donc, tout est fait, en fait, pour laisser à la discrétion de Touadéra la décision de qui pourra participer aux jeux politiques dans ce pays. Et on imagine très bien qu'il faudra prêter allégeance et déclarer sur la Bible et devant les ancêtres comme il a juré, il a prêté serment, mais cette fois-ci en le respectant, qu'on va l'accompagner simplement et gentiment pour qu'il reste au pouvoir jusqu'au bout, qu'il pille le pays jusqu'au bout, qu'il massacre les Centrafricains. En tout cas, merci Jean-François Makanji-Combé d'être venu nous apporter cet éclairage sur cet épisode de l'actualité centrafricaine. Mais alors, vous continuez quand même à croire toujours à la possibilité de restaurer un ordre démocratique dans votre pays. Est-ce que cette perspective n'est pas en train de s'éloigner un peu plus chaque jour, à l'approche notamment de la présidentielle de 2026 à laquelle M. Faustin Archange Touadéra sera candidat pour un 3e mandat? Alors l'enjeu pour nous est plus grand que simplement restaurer un ordre démocratique dans notre pays. Nous avons un État qui est détruit, qui n'a jamais existé. Il s'agit de rebâtir à partir de zéro, de rebâtir les fondations d'un État qui soit un vivre ensemble de tous les Centrafricains, quelle que soit leur position dans le pays, quelle que soit leur confession religieuse. Et que d'un État, également d'une gouvernance, où
le Centrafricain, la décision politique va se prendre en fonction du Centrafricain. Donc, nous croyons dans ce combat-là. Nous savons qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le vent en poupe. Parce que, assez curieusement, mais ce n'est pas si curieux que cela, cette politique de destruction du pays bénéficie de l'indifférence et donc du soutien d'une grande partie de la communauté internationale, y compris le pays dans lequel nous sommes et qui a promis des aides budgétaires à Touadéra, y compris les États-Unis. Nous verrons bien ce sur quoi déboucheront les élections qui vont venir, mais il y a une sorte de tolérance de tout le monde à l'égard de ce pouvoir parce qu'il offre quelque chose qu'aucun État digne de ce nom, aucun chef d'État digne de ce nom ne peut offrir à quiconque, c'est-à-dire un pays où vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Pays où tout est possible. Le pays où tout le mal est possible. Certains ont parlé de Far West il y a quelques années. On parlait de Far West en parlant de la Centrafrique. C'est surtout un pays où tout est impossible à faire. En tout cas, tout le mal est rendu possible. On ne peut rien faire. Le bien n'est pas rendu possible. Il ne faut surtout pas parler des populations centrafricaines. Elles ne comptent pas. Ce n'est pas un hasard si le président de la République centrafricaine ne va jamais en province, s'il ne visite jamais les Centrafricains de l'intérieur, s'il ne se préoccupe pas des projets dans la République centrafricaine, dans les provinces, et qu'il est en voyage autour de la Terre, dans toutes les capitales, pour rechercher les grands de ce monde, mais les grands du côté obscur de la force. Et pays de toutes les aventures d'ailleurs, et ce n'est pas nouveau. Ça fait plusieurs années qu'on dénonce cela. Oui. Grégory ? Ce que je voulais aussi évoquer par rapport aussi aux populations et cette absence d'État patente, c'est qu'il y a quand même 130 ONG en Centrafrique, dont 20 ONG françaises. Donc quel sera le devenir de ces ONG avec le risque? On a quand même 70% de la population qui est dans une extrême pauvreté. Et qui dépend de l'aide humanitaire. C'est ça. Il y a peut-être, je vais ajouter quelque chose, il y a un enjeu qui n'apparaît pas d'emblée comme cela. C'est que les organisations internationales et les États étrangers ont décidé, pour un certain nombre d'entre eux, d'apporter une aide directe à la population. Et non pas de passer par l'aide budgétaire. De ne pas passer par l'aide budgétaire. Ce qui veut dire que les organisations, les ONG centrafricaines, les organisations de la société civile reçoivent pour un certain nombre de projets jusqu'à maintenant. Ce projet de loi, c'est une manière de couper. Et d'obliger les financeurs à revenir dans les caisses de l'État pour qu'ils pillent mieux. Oui, c'est ça. Il faut réalimenter les caisses de l'État pour qu'ils puissent piller mieux et qu'ils puissent rémunérer grassement les Wagner qui sont là, parce qu'ils ont besoin aussi de cash. Ils ont des mines d'or, ils ont des mines de diamants, ils ont tous les mines des forêts, ils ont une part de l'économie essentielle, mais ils réclament également du cash. Et il faut alimenter les caisses de l'État. Et cette loi, ce projet, est aussi destiné à cela. Nous n'aurons pas épuisé, bien entendu, ce sujet. On aura l'occasion d'y revenir au cours